Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans ce format d'épisode intitulé Let's Try Podcast Demande conseil, j'ai décidé de partir à la rencontre d'experts pour apprendre et comprendre les principales problématiques rencontrées dans le trail. Et pour cet épisode, j'ai de nouveau fait appel à Pascal Balducci, notre entraîneur de trail préféré, qui va nous parler du sujet suivant. Trail et fréquence cardiaque sont-ils des alliés ? J'espère que vous allez apprécier cet épisode et qu'il vous apportera plein d'enseignements. Je laisse place à ma conversation avec Pascal Balducci. Aujourd'hui, je retrouve de nouveau Pascal Balducci. Salut Pascal, et heureux de te retrouver. Merci encore de te rendre disponible pour les auditeurs du LTP. Salut Nicolas, c'est avec plaisir de vous retrouver aussi. Salut. Pascal, donc pour cet épisode, tout d'abord, avant de commencer, donc c'est un épisode qui va porter sur le trail et la fréquence cardiaque, mais j'ai eu quelques questions qui se ressemblent beaucoup et dont le sujet est à peu près le suivant. À la différence de la course à pied sur route ou sur piste, il est difficile de juger les évolutions positives ou négatives du trail. Quels peuvent être les principaux jalons qui peuvent nous permettre de juger notre progression dans cette discipline, d'après toi ? Très bien, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est un petit peu plus facile sur la route et sur la piste. Pourquoi ? Parce qu'on a des repères en fait chronométriques tout simplement. Mais après, rien n'empêche en trail d'avoir des repères chronométriques, notamment sur des évaluations. Alors les évaluations qui peuvent être faites à plat, même si c'est pas spécifique de l'activité. Si on peut très bien avoir un test de VMA à plat, par exemple, ou un demi-Cooper, ou quelque chose comme ça. Mais on peut aussi, bien entendu, avoir des tests de VMA ascensionnel. Et ça permet vraiment de faire le point sur sa capacité de performance. Alors la version puissance au niveau de la filière aérobie, si on fait de la VMA ascensionnelle. Mais généralement, les intensités sous-maximales qui suivent sont aussi élevées. On peut aussi avoir un repère sur un circuit qu'on pratique habituellement à l'entraînement, voilà, sur lequel on a ses repères et qu'on peut faire à une certaine intensité. On peut comparer aussi, bien entendu, mettre en relation les chronos et la fréquence cardiaque. Par exemple, si sur un même parcours, je fais le même chrono, mais j'ai 5-6 pulses de fréquence cardiaque en moins, ça veut dire que pour le même chronomètre, j'ai évolué à une intensité moindre, ce qui veut dire que j'ai amélioré, bien entendu, ma performance. Ou si je reste à la même fréquence cardiaque moyenne, mais que j'améliore mon chrono, c'est aussi, bien entendu, un signe d'évolution positif. Donc on n'est pas démuni, en fait, en termes d'évaluation et en termes de jalons pour les progrès en trail. Il y a toujours moyen justement de mettre en place quelques petites évaluations pour avoir ces repères. Moi je sais qu'avec mes athlètes c'est des choses qu'on fait assez régulièrement, des choses qui reviennent, c'est-à-dire qu'on a un parcours test par exemple. Alors parfois ça peut être un KV pour certains, ça peut être 150 mètres des plus, ça peut être un parcours vallonné, ça peut être un tempo sur 10 km avec 500 mètres des plus, des choses comme ça. Mais en tous les cas on n'est pas démunis du tout en fait, même si au départ ça paraît un peu plus compliqué qu'en effet sur la route ou sur la piste. D'accord, je te remercie. Donc en fait on peut avoir des outils de mesure et au contraire on a presque plus de capacité à nous tester en fonction de différents terrains. Par exemple, au lieu de se tester que sur la vitesse, on peut se tester sur l'ascension, sur la descente, et tout ça en respectant des parcours qu'on avait établis ou des parcours tests, quoi. Voilà, et j'ajouterais aussi une autre échelle de valeur qui est intéressante, ce qu'on appelle l'échelle RPE, que moi j'utilise avec pas mal d'athlètes élites. C'est l'échelle de ressenti de l'effort. C'est-à-dire pour un certain effort, on met une note de 1 à 10 par rapport à la manière dont on a ressenti l'effort. Et c'est assez intéressant de voir comment justement l'athlète va ressentir l'effort d'une session à l'autre. Donc parfois, pour un même chrono, il aura peut-être ressenti l'effort plus durement ou moins durement. Bon, après, il faut corréler tout ça un petit peu. C'est le ressenti d'effort, les fréquences cardiaques, les sensations et le chronomètre. Donc ça nous donne pas mal de repères au final. D'accord, bon, je te remercie. Pour en revenir au sujet principal de l'épisode, donc à dire vrai, cet épisode, j'ai eu l'idée de te poser la question suite à un repas que j'ai pris avec mon ami Thomas. Donc à dire vrai, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et, si on m'avait dit que 20 ans après, on allait parler de la fréquence cardiaque et du travail dans le trail, j'aurais pas cru. Mais bon, toujours est-il qu'on a parlé de ça pendant à peu près 1 heure. Et donc,
pour t'expliquer un peu brièvement ce qui m'a amené vers toi, donc Thomas, lui, a une façon de pratiquer le trail qui est assez spécifique, c'est-à-dire qu'il est très théorique, donc il a un niveau qui est assez important. Il est très théorique, c'est-à-dire qu'il a fait un gros test d'effort qui lui ont permis de déterminer certains seuils, comme sa VMA, etc. Et il se base, notamment lorsque l'on fait des objectifs un peu longs, par exemple on a fait un 42 km ou un 50 km récemment, lui se base uniquement pendant la course sur ses seuils ventilateurs 1, donc pour simplifier, il se base sur sa fréquence cardiaque pour pas se mettre dans le rouge. Donc je lui avais dit que je me tournerai vers toi pour que tu nous en dises plus à ce sujet. Je vais te diffuser la question qui souhaitait te poser en direct. Tu me dis si tu l'entends. Donc en fait, suite à un test d'effort que j'ai réalisé il y a 1 an, moi j'ai toujours eu par la suite comme fil rouge pendant les courses jusqu'à 7, 8, 9, 10 heures de courir aux alentours de mon seuil SV1. Et ça m'évite pas mal de situations de crampes, de pénurie que j'ai endurées pendant mes précédents exercices. Et j'aurais voulu savoir si c'était le bon repère à suivre pour des courses d'une durée plus longue, aux alentours des 12, 13, 14, voire 15 heures. Voilà, ou s'il fallait plutôt descendre et se mettre plus en endurance fondamentale pour être sûr de finir. Très bien. Eh ben, c'est une excellente question. Et alors, on a parlé dans un précédent podcast de qualité à développer, notamment à l'entraînement. On a parlé de qualité cardiovasculaire, de qualité musculaire, de qualité technique. Mais on n'a pas vraiment parlé des qualités stratégiques. Et qui sont très importantes. Et dans la stratégie, alors on peut parler par exemple de stratégie alimentaire, mais il y a aussi la stratégie de gestion de l'intensité de l'effort. Et souvent, on parle de pacing. C'est un mot maintenant qui est assez à la mode. Comment tu dis, pacing ? Le pacing. Pacing, d'accord, le rythme, quoi. Voilà, pace, le rythme. Et on retrouve les pacers, par exemple, aux États-Unis, sur les courses importantes de 100 miles. On a droit à des pacers, c'est-à-dire des personnes qui sont avec nous et qui nous font le rythme. Et le pacing, c'est justement la gestion de cette intensité et savoir à quelle intensité on doit évoluer. Alors moi, j'ai fait quelques recherches sur le sujet qui nous ont révélé pas mal de choses vraiment intéressantes. Et donc, je rejoins tout à fait ce que dit Thomas, et je crois qu'il a tout à fait raison. Et c'est ce qu'on met en place dans nos stages, par exemple avec Patrick Bohard, dans les stages spécifiques Ultra Trail, mais ça marche très bien aussi sur le long, voire sur les trails à partir même de 20-25 km. En fait, l'intensité moyenne de l'effort est bien entendu fonction de la durée de l'effort. C'est-à-dire et ça c'est ce qu'on appelle la notion d'endurance, c'est-à-dire plus la durée est longue, plus l'intensité de l'effort sera faible par rapport à l'intensité maximale, encore une fois, qui est déterminée par la VMA, PMA, VO2 max. Donc c'est intéressant de connaître, bien entendu, à quelle intensité moyenne on peut évoluer pour essayer de tourner finalement au plus près de cette intensité moyenne. Alors, pas tout à fait au départ, c'est-à-dire dans les gestions de courses longues, on part toujours en légère surintensité, pour des tas de raisons qu'on n'aura peut-être pas le temps d'évoquer ici, mais on est un peu en surintensité pour ensuite passer un petit peu en dessous de sa moyenne, mais globalement, on reste quand même dans des zones raisonnables. Et je citerai par exemple Patrick Bohard, qui est quand même le seul Français à avoir gagné le Tour des Géants, qui a un palmarès exceptionnel avec victoire à la TDS, le Grand Raid des Pyrénées, à Madère, la Martinique, 6e à l'UTMB, 6e à La Réunion, etc. Et peut-être l'athlète français qui a un gros palmarès, qui se connaît peut-être le mieux, et c'est un athlète qui tourne encore avec le cardio sur les premières heures de course, au moins sur les ultras, justement pour ne pas faire d'erreur de gestion et pour bien partir dans les intensités qu'il s'est fixées. Donc quand Thomas parle du SV1, donc on va revenir sur ces notions, je pense après, ça veut dire que alors, pour lui, ça doit être autour des 60-65%, maximum 70% de son intensité maximale. Ça lui permet en effet de se mettre en économie musculaire, mais également de consommer une grande part de lipides
dans le mélange de carburant qu'on utilise à l'effort, lipides glucides, plus l'intensité finalement est basse, plus la part de lipides est importante. Or, la réserve de lipides est quasiment inépuisable, alors que la réserve de glucides, elle, s'épuise assez rapidement. Les stocks de glycogène, qu'ils soient hépatiques, c'est au niveau du foie, ou musculaire, voilà, ont une durée de vie limitée, c'est au bout de quelques heures, ça va disparaître. Donc, plus on utilise une part de lipides importante, plus on va être endurant. Donc, en effet, c'est une notion extrêmement importante. Et beaucoup d'erreurs d'ultra-trailers ou de coureurs de trail long sont dues justement à une mauvaise gestion de l'intensité de l'effort. Il suffit d'aller au départ de l'UTMB ou des grands trails populaires pour s'en apercevoir. C'est-à-dire que souvent pris un peu dans la masse et dans l'ambiance générale, on part en sur-régime et ça on le regrette assez rapidement puisque les réserves de combustible vont vite s'épuiser et ça va être ensuite très compliqué. Donc ça lui permet en effet de pouvoir durer bien plus longtemps, d'avoir un meilleur confort musculaire mais aussi digestif. C'est-à-dire si on part en intensité raisonnable, on va pouvoir mieux s'alimenter à l'effort. On va diminuer le stress aussi au niveau des intestins notamment, donc on va pouvoir boire, manger de manière un peu plus facile. Donc c'est une bonne chose. D'accord. Pour revenir de manière plus générale donc à la fréquence cardiaque, est-ce que tu peux nous, si possible, sous forme simplifiée, nous expliquer un peu les différents seuils et les différentes clés qui se situent dans l'amplitude de fréquence cardiaque pour un trailer? Et notamment, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous expliquer comment est réalisé le test qui nous permet de connaître tous ces éléments-là? D'accord, très bien. Alors, les tests, pour connaître ce dont tu parles, c'est-à-dire les seuils ventilatoires notamment, ça nécessite bien entendu d'aller dans un laboratoire et de réaliser un test d'effort. Donc, pour tous les trailers là, qui nous écoutent, alors on va dire qu'il y a deux types de tests d'effort. Soit il va être maximal, soit il va être sous-maximal. Très souvent, les médecins du sport préconisent un test d'effort sous-maximal pour vérifier le bon fonctionnement, notamment cardiaque à l'effort, et qu'il n'y ait pas de souci. Et c'est vraiment indispensable de faire ça. Et très souvent, ça va se passer sur un ergocycle, c'est-à-dire sur un vélo. Pour un athlète, un trailer qui veut faire un test d'effort maximal et vraiment connaître toutes ces mesures seuil, VO2 max, etc., il va falloir passer cette fois sur tapis. Alors, à plat ou en pente, il y a une batterie de test. Voilà, toute une batterie de tests différents. Alors bien entendu, si on veut connaître ces seuils ventilatoires, il est préférable de passer donc son test à plat pour que ce test corresponde aussi à des vitesses à plat et aussi à des fréquences cardiaques. Si on fait son test en pente, on aura des seuils à des vitesses qui vont être à une certaine pente. Donc après, ce sera compliqué sur le terrain de faire le rapport. Par contre, on aura toujours le repère des fréquences cardiaques. Donc c'est ça aussi qui est utile. Parce que quand on fait un test d'effort, on a un masque qui permet de recueillir les échanges gazeux respiratoires, c'est-à-dire notre consommation d'oxygène et notre rejet de dioxyde de carbone. D'accord. Voilà. Et c'est ça qui va permettre, bien entendu, de mesurer les seuils. Voilà. Et si on veut aller un peu plus loin, parfois, on peut avoir aussi ce qu'on appelle des seuils lactiques, qui sont à peu près correspondants au seuil ventilatoire, mais pour ça, il faut faire des mesures, justement, de lactate, c'est-à-dire piquer un petit peu à l'oreille, au bout du doigt, prendre une goutte de sang et voir les lactates. Et ce qui nous intéresse souvent, c'est l'accumulation de lactates, pour des tas de raisons dont on ne parlera pas là, puisqu'on va plutôt parler de ventilation. Là, c'est peut-être un peu plus précis, ça va un peu plus loin dans plus intéressant. l'analyse. Voilà. Quand on commence un test d'effort et qu'on a notre masque sur la bouche et qu'on commence à courir, donc ce test, c'est ce qu'on appelle un test triangulaire, c'est on va augmenter progressivement la vitesse. Par exemple, ça peut être des paliers de 1 km à l'heure toutes les 2 minutes ou de 0,5 km à l'heure toutes les minutes, par exemple. Voilà, ça dépend des protocoles. En fait, plus l'incrément, c'est-à-dire l'augmentation de vitesse est faible, meilleur c'est finalement. Enfin, moi, c'est les tests que je préconise et que je fais passer parce que ça nous permet ensuite d'avoir des marqueurs un peu plus précis en termes de vitesse. Voilà, donc on met la fréquence cardiaque, on a la vitesse et on a le recueil des échanges gazeux respiratoires. Quand je commence à faire un effort, en fait, on a parlé dans un précédent podcast notamment de VO2 max, et on a donc la consommation maximale d'oxygène, et on a dit en fait qu'elle dépendait justement de la capacité de l'organisme à prélever l'oxygène dans l'air ambiant, à le transporter et à l'utiliser au niveau musculaire. Quand je commence à courir, en fait, donc mes muscles se mettent à l'effort, donc ils ont une demande en oxygène qui augmente, bien entendu,
Pourquoi? Parce que cet oxygène, un peu, c'est comme la combustion dans la cheminée, hein. Cet oxygène, il va venir dégrader les composés énergétiques, donc glucides, lipides. À basse intensité, ça va être plutôt des lipides, enfin et aussi des glucides. Et plus l'intensité va augmenter, plus la part de glucides va être importante. Et à la fin, on n'a même que des glucides qui sont consommés. Donc, plus mon effort, l'intensité de l'effort augmente, plus je consomme de l'oxygène. Ça veut dire que pour justement ajuster un peu la fourniture d'oxygène, il faut augmenter la ventilation. Et la ventilation, c'est quoi? C'est une fréquence respiratoire, c'est-à-dire je vais respirer de plus en plus vite, avec une fréquence de plus en plus élevée, mais aussi avec un volume d'air inspiré-expiré de plus en plus important. Il y a ces deux choses-là qui augmentent de manière concomitante. Donc ma ventilation augmente, ça veut dire que je vais inspirer plus d'oxygène, et en fait on peut mesurer tout le long justement cette augmentation de la ventilation. Mais on s'aperçoit qu'il y a des moments où il y a des cassures justement dans cette ventilation. Et ces cassures, c'est ce qui correspond justement au seuil ventilatoire. D'accord. Et c'est ça qu'on va mesurer. Alors pourquoi il y a des cassures? C'est dû principalement justement à l'accumulation notamment du CO2. En fait, quand je commence à courir, mes muscles vont produire notamment de l'acide lactique. Cet acide lactique, il va s'accompagner aussi d'une émission d'ion H+. Alors, tous ceux qui sont allés à l'école, au collège, ils doivent se rappeler qu'on a parlé des pH, et que plus on avait d'ion H+, et plus le pH était acide. Donc, pour éviter en fait que le sang, le plasma devient acide, ces ions H+, en fait, ils sont pris en charge par des ions qu'on appelle hydrogénocarbonate, c'est un système tampon, et ça va former de l'acide carbonique qui va se décomposer en CO2, en H2O, c'est-à-dire en dioxyde de carbone et en eau. Et ce CO2, en fait, il va venir un peu alerter les centres respiratoires parce qu'il va falloir l'évacuer, ce CO2. Donc là, on a une première cassure, justement, quand l'intensité de l'effort augmente. Et puis un petit peu plus loin... Et excuse-moi, elle se représente sous une forme physique ou on ne peut pas le voir sur ça? On le ressent, en fait, pour être très simple, on le ressent simplement, il y a une augmentation de la ventilation, c'est-à-dire on sent qu'on rentre un petit peu dans l'effort. C'est-à-dire, et d'ailleurs, à l'entraînement, c'est ce SV1 qui correspond en fait, à partir du SV1, on a un effet d'entraînement quand on s'entraîne. C'est-à-dire, et après je vais revenir là-dessus, c'est-à-dire quand on parle d'endurance fondamentale, c'est à partir du SV1. En dessous du SV1, on va dire que ce sont des allures de récupération, mais pas des allures d'entraînement, où il n'y a pas d'effet d'entraînement. Alors ce SV1, pour les athlètes non entraînés, il est à peu près à 50% du VO2 max. Pour les athlètes bien entraînés, élite, il peut aller jusqu'à 70% du VO2 max. C'est-à-dire plus je suis entraîné, plus ce seuil arrive tardivement dans mon intensité d'effort. C'est normal, hein, quand je ne suis pas entraîné, tout de suite, je vais aller vers plus vite de ventilation. Et un athlète pas du tout entraîné, ces notions de seuil sont même complètement balayées, puisqu'en quelques minutes, il est déjà VO2 max et c'est compliqué. Donc on a ces seuils en fait que pour des athlètes entraînés, avec des effets d'entraînement, des adaptations à l'entraînement, et on peut remarquer ces seuils. Et puis donc si je poursuis un peu l'intensité de mon effort, il y a un moment, il y a une grosse accumulation en fait d'ion H+, il y a encore une accumulation de CO2, tout ça, ça alerte les centres respiratoires, et il y a donc une deuxième cassure. Et en fait, pour être un peu technique, dans les laboratoires, en fait, on mesure l'évolution donc de la ventilation, ce qu'on appelle le débit ventilatoire, l'évolution de la consommation d'oxygène, l'évolution du rejet de CO2, et on calcule ce qu'on appelle les équivalents respiratoires. C'est-à-dire on fait les rapports entre le débit ventilatoire, la consommation d'oxygène et le débit ventilatoire et le rejet de CO2. Et ça va nous former des cassures sur les courbes qu'on voit très bien. Enfin, qu'on voit très bien. Dans les livres de physiologie, on les voit très bien. En réalité, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et du coup, le deuxième seuil, c'est intéressant parce qu'on l'appelle SV2 ou alors le seuil d'inadaptation ventilatoire. C'est-à-dire, il arrive un moment où la ventilation, elle a beaucoup de mal en fait à fournir l'oxygène suffisant pour venir dégrader les composés énergétiques. Donc là, on rentre en hyperventilation et on est donc au seuil anaérobie ou au seuil ventilatoire 2. Et ce seuil-là, encore une fois, il peut monter en moyenne, il est à 85% de son VO2 max ou de sa VMA si on est à plat. Et puis j'ai vu, moi, chez certains athlètes élites, à 92, 93%. Et encore une fois, plus ce seuil est élevé, plus l'athlète en fait a un niveau d'endurance élevé, c'est-à-dire qu'il va pouvoir évoluer à des intensités élevées sans qu'il y ait d'accumulation de lactate et donc sans aller vers la fin de l'effort. Donc ce sont des données en effet qui sont intéressantes dans la préparation du sportif. Après, il faut savoir que si vous faites un test en laboratoire, ces données, elles vous seront données de manière statistique, c'est-à-dire il y a un logiciel qui calcule directement.
Et dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, si on fait de la recherche, par exemple, quand j'ai eu à calculer des seuils sur des sujets lors de différentes recherches, en fait, on fait ce qu'on appelle une méthode visuelle, donc, qui a été approuvée par des chercheurs. Et il faut qu'il y ait 3 observateurs qui aient vu la même chose et qui aient calculé la même chose sur la courbe. Parce que bien entendu, les courbes sur un livre de physio, elles sont toutes bien lissées, mais dans la réalité, hein, si on fait un test, il y a énormément de micro-variations au sein des tendances à la hausse, et du coup, c'est parfois très compliqué à interpréter. Mais un test d'effort, ça peut donner quand même des grandes lignes, des bonnes idées quand même. Voilà, ça donne les grandes lignes. Ça va vous donner donc une consommation maximale d'oxygène qui est un indice, on va dire, objectif, qui permet un peu de comparaison individuelle entre eux. C'est pas le chiffre absolu, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Ça va donner donc les vitesses au seuil à plat avec les fréquences cardiaques correspondantes. Ça devrait donner une fréquence cardiaque maximale, même s'il est toujours préférable de l'évaluer sur le terrain. Voilà, ça va donner quand même des grandes lignes et ça va pouvoir orienter l'entraînement des individus. Après, au-delà, on peut avoir d'autres indices qui sont très importants, comme ce qu'on appelle par exemple le quotient respiratoire, ce qui est le rapport entre le rejet de CO2 et la consommation d'oxygène. Et ce quotient respiratoire, il est intéressant parce qu'une intensité donnée, il nous donne le rapport de la consommation des glucides et de la consommation des lipides. Donc à une certaine intensité, en fait, plus mon QR, mon quotient respiratoire est faible, plus je consomme une part importante de lipides, meilleur c'est. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir évoluer chez certains athlètes qu'on entraîne pour des trails de plus en plus longs. Voilà, pour une même intensité d'effort, s'ils ont une part de lipides plus importante dans le mélange de carburant, et ça veut dire qu'ils ont progressé en endurance. Donc ça, c'est une notion aussi qui est importante. Voilà, donc on peut tirer quand même pas mal d'informations, en effet, de ces tests d'effort, sachant que maintenant on a des tests en plus spécifiques trail. Donc moi j'en fais passer, par exemple, je suis en partenariat avec par exemple le laboratoire de Dole dans le Jura. Donc ceux qui nous écoutent et qui sont pas loin de ces endroits-là, ils peuvent prendre contact avec moi. Voilà, à Dole, c'est avec Samuel Béliard, un médecin trailer. Voilà, on fait passer pas mal de tests d'effort très spécifiques pour les trailers, à plat et en pente. À Toulouse aussi avec le docteur Fabien Pillard. Rien du côté du sud-est que tu pourrais me conseiller? Ça peut se faire aussi à Saint-Étienne. Alors, je l'ai fait passer une fois à Marseille, mais c'est compliqué. Le centre n'est pas obligatoirement en lien avec nous. Voilà, mais ça permet d'avoir. On a de plus en plus de données et ça permet d'avoir des choses assez intéressantes. Tout à l'heure, juste pour revenir sur un élément que tu as passé rapidement, pour ceux qui ne savent pas, notamment moi, c'est un peu flou pour moi, la différence entre VO2 max et VMA, rapidement. Très bien. Alors, la VMA, en fait, c'est une vitesse de terrain. C'est la vitesse de terrain associée à VO2 max. Et d'un point de vue physiologique, en fait, la VMA, c'est la plus petite vitesse d'atteinte de VO2 max. C'est-à-dire, quand je fais mon test d'effort, par exemple, sur un tapis à plat, ma consommation d'oxygène, ma vitesse augmente, ma consommation d'oxygène augmente aussi de manière proportionnelle. Et il arrive un moment où ma consommation d'oxygène n'augmente plus et elle atteint un plateau. Dans 9 cas sur 10, on voit vraiment bien ce plateau. Et bien, au début du plateau, c'est ma VMA. Alors l'athlète, souvent, il peut continuer. Parfois, il passe un palier supplémentaire, voire 2 paliers, mais on est au-delà de la VMA parce que là, il travaille uniquement en anaérobie. Donc, et la VMA, c'est une vitesse maximale aérobie. C'est-à-dire quand la machinerie oxydative tourne à plein régime. Au-delà, un athlète, par exemple, qui a de fortes capacités anaérobie va pouvoir poursuivre, mais il n'est plus à VMA. Donc, ça ne sera pas la vitesse utile à l'entraînement qu'on va devoir utiliser. Alors, on estime, en règle générale, d'un point de vue statistique, mais encore une fois, il faut prendre du recul avec tout ça, c'est qu'un VO2 max est égal à 3,5 fois la VMA. C'est-à-dire, en gros, j'ai 20 de VMA, c'est-à-dire j'ai un VO2 max en moyenne à 70. La différence entre les athlètes, elle va se faire au niveau de ce qu'on appelle l'économie de course, dont on a parlé aussi un petit peu l'autre jour, ou l'économie ce qu'on appelle le CR, c'est-à-dire cost of running, ou l'économie de course. Aux États-Unis, je crois qu'ils appellent ça stamina, non? Ça te parle? Non, c'est pas tout à fait ça. Aux États-Unis, c'est soit cost of running, soit running economy. D'accord. Running economy, c'est la consommation d'oxygène à une vitesse donnée. Le cost of running, c'est aussi la consommation d'oxygène par unité de distance. Et on s'aperçoit que le coût énergétique, en fait, tant qu'on reste en aérobie, l'augmentation est proportionnelle à la vitesse. Du coup, le coût, en fait, est indépendant de la vitesse. Que je sois à 12, 13, 14, j'ai le même coût, en fait, de locomotion. Parce que ma consommation d'oxygène augmente, mais je vais plus vite. Donc, par unité de distance, je consomme la même quantité d'oxygène. Et c'est ça qui fait la différence, par exemple, entre nos amis africains de l'Est et puis les Européens en termes
en termes de course à pied sur marathon, il y a de grosses différences là-dessus. À VO2 max égaux, le coût énergétique de la locomotion peut faire des différences de performance de 30%, Ah oui, quand même. ce qui est vraiment énorme. Donc c'est une notion qui est importante à mesurer. Alors pour les coureurs sur route, elle est extrêmement importante. Pour les trailers, elle est bien moins, mais pour des tas de raisons, et on pourrait y passer des heures dessus. C'était mon sujet de thèse. Et alors c'est passionnant, mais c'est pour ça d'ailleurs moi je fais passer des coûts énergétiques en côte et à plat. Et c'est souvent la différence entre les deux, l'augmentation de coûts, qui nous intéresse beaucoup pour déterminer l'expertise des athlètes en trail ou en course de montagne notamment. D'accord. Donc la VMA, c'est une vitesse de terrain. Le VO2 max, c'est une consommation maximale d'oxygène qu'on ne peut calculer qu'en laboratoire. D'accord. Pour récapituler un petit peu tout ce que tu viens de dire, sur une courbe de fréquence cardiaque linéaire, tu as le seuil ventilatoire 1, voilà. Tu as qui est à peu près combien de pourcents de la VMA, tu as dit? Alors il va être, on va dire, à 55-60% moyenne. Le seuil ventilatoire 2 qui est à pour des 85. Pour les athlètes, toujours. Hein. Voilà. Et ensuite, tu as la VMA. Voilà, la VMA, elle est à 100% de la fréquence cardiaque maximale. Donc on est FC max à peu près à VMA, quoi. Donc VMA égale fréquence cardiaque maximum. Ok. Voilà. Maintenant qu'on sait tout ça, comment on peut appliquer ces différents seuils lors de nos objectifs comment on peut utiliser ces seuils-là? Très bien. Alors moi, je travaille ça, mais il y a plusieurs nomenclatures en fait. Et notamment selon les différents sports. Si on parle de vélo, de ski de fond, on va travailler avec des niveaux d'intensité différents, mais peu importe. Derrière, c'est les mêmes notions. Moi, j'utilise en fait 4 zones de travail. Donc, je commence, comme je te l'ai dit tout à l'heure, par une zone entre 60 et 70% d'intensité, ou donc à plat de VMA, ou qu'on pourra appeler de PMA. Et on verra aussi après, on va peut-être parler de fréquence cardiaque de réserve, qui est une notion aussi importante. Et cette plage d'intensité 60-70% correspond à l'endurance fondamentale. Donc c'est les zones qu'on va retrouver alors à l'entraînement bien entendu quand on fait nos footings pour développer la capacité aérobie, mais c'est aussi quelque chose une intensité qu'on peut retrouver sur les ultras bien entendu, et même au départ ce serait raisonnable de partir dans ces zones-là. Thomas parlait tout à l'heure de courir autour de son SV1. Et en effet, ça peut être ça. En tous les cas, ne jamais dépasser les 80%. Donc, aérobie égale seuil ventilatoire 1 égale endurance fondamentale. Exactement, c'est ça. Alors l'aérobie, en fait, ça va de je fais rien, c'est-à-dire je marche jusqu'au seuil anaérobie. Le seuil anaérobie, en fait, c'est la fin de l'aérobie quelque part. Même si, bien entendu, c'est toujours un peu plus... Là, on simplifie un petit peu, mais heureusement, parce que c'est toujours un peu plus compliqué que ça, et qu'il y a souvent un peu d'anaérobie, un peu dans le flux aérobie, bref, peu importe. Donc en gros, c'est ça, l'aérobie jusqu'à 85%. Après, on passe dans l'anaérobie. Donc il ne faut surtout pas aller solliciter cette anaérobie, bien entendu, sur des courses longues. Sur des ultras, c'est une erreur. Pourtant, on va aller le solliciter, notamment dans les côtes importantes, à fort pourcentage, dans les courses en altitude. Parfois, ce métabolisme-là, il est sollicité un peu plus rapidement que d'habitude, quoi. Voilà. Donc on peut clairement dire, d'après ce que tu dis, qu'on peut se servir comme d'un outil fiable, à condition bien sûr qu'on ait le matériel adapté, de la fréquence cardiaque comme repère lors d'un événement, lors d'un objectif. Bien entendu, et beaucoup, moi j'ai par exemple entraîné Julien Chaurier pendant 5 ans comme un athlète avec un énorme palmarès et une énorme expérience, et Julien, pendant les 5 ans que je l'ai entraîné, toutes ses séances et toutes ses courses ont été faites avec le cardio. Donc ça a permis d'avoir énormément d'éléments d'analyse, bien entendu, et d'analyser beaucoup de choses, autant sur les courses que sur les entraînements. Et pourtant, on ne peut pas dire que c'est pas un coureur qui se connaît pas. Parce qu'une année, ça montre, je ne sais pas s'il avait oublié, ou il était tombé en panne au départ du Grand Raid de la Réunion, et il se retrouve par exemple à Sillaos avec 2 minutes d'écart sur le temps qui s'était fixé, par exemple. C'est pour dire les métronomes. Patrick Bohard, sur les 250 premiers kilomètres du Tour des Géants, c'est pareil, il a 10 minutes près sur son chrono, quoi, après plus de 48 heures de course, 50 heures. Donc ce sont des machines, mais aussi parce qu'ils ont mis en place des outils pour contrôler leur effort, pour pas nécessairement se fier aux sensations. Il faut faire très attention à ces sensations quand on est en peloton, par exemple. Elles sont très floutées, donc on a très vite fait de se mettre en sur-régime sans même s'en apercevoir, parce qu'on est dans un groupe et qu'il y a un effet groupe qui fait qu'on oublie un peu sa propre physiologie. Mais après, ça nous le rappelle assez durement. Je confirme. Voilà, bon. Donc la première zone, c'est ça pour moi, 60-70%. Ensuite, on a une zone entre 70 et 80%, moi, que j'appelle de l'endurance active. Donc on va pouvoir
retrouver. Alors, chaque fois, ça dépend du niveau d'expertise, mais bien sur les trails longs, parfois, on va partir un peu plus, peut-être, voilà, vers 75-80%, pour finir de toute façon vers les 60, ou sur des trails courts, ça pourrait se courir dans ces intensités-là pour certains athlètes. Et puis à l'entraînement, c'est plus un peu des séances qui vont être tempo, autour des 75-80%, ou des séances spécifiques, voilà, selon la durée d'effort qu'on va préparer. Ce sont des séances aussi importantes. Ensuite, alors là, je pars aussi du principe qu'on parle à des athlètes qui sont entraînés et notamment c'est-à-dire des athlètes qui en côte ne vont pas subir d'élévation importante de leur fréquence cardiaque par rapport au plat. Et là, ça témoigne aussi de l'expertise des athlètes. Expertise, je le différencie du niveau. Expertise, c'est quelqu'un qui maîtrise un peu les fondements de l'activité et les paramètres. On s'aperçoit chez les experts, et ça c'est vraiment très hallucinant de voir que quand on passe du plat à la bosse, les fréquences cardiaques ne varient pas d'une pulsation, quoi. C'est assez hallucinant. Et après en descente, elles descendent très légèrement, parfois elles augmentent un peu, mais au début de la descente, on retrouve le plat, sur plat, on va retrouver le niveau d'intensité mesuré par les fréquences cardiaques au même niveau, on remonte, ça ne bouge pas, voilà. Et ça c'est vraiment un signe d'expertise qui permet aux athlètes de très bien gérer leur course et du coup d'être plus performants. Parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est ce qu'on avait démontré quand même en recherche, sur l'Interlac, qui était une course locale qui maintenant a disparu, sur 75 km, on a montré que les athlètes qui géraient le mieux, c'est-à-dire ceux qui partaient à une fréquence cardiaque relativement proche, on va dire, de leur fréquence cardiaque moyenne, et ceux qui avaient ensuite le moins de variation de leur fréquence cardiaque au cours de la course, c'est ceux qui avaient la fréquence cardiaque moyenne la plus élevée, donc qui avaient le meilleur indice d'endurance au final. Donc ça veut dire que c'était lié complètement à la performance. Et là encore une fois, comme on l'a dit l'autre jour, c'est un paramètre, cette gestion, le pacing, qui est ouvert à tous, c'est-à-dire qui ne dépend pas des qualités cardiovasculaires, qui dépend de notions stratégiques, donc qui permet d'améliorer sa performance sans passer par les qualités cardiovasculaires, ce qui n'est pas possible par exemple sur un 10 km. Là on va parler uniquement en cardiovasculaire, en musculaire et pas beaucoup en stratégie. Donc c'est une notion importante. Donc là, voilà. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Juste pour finir, donc après quand on dépasse les 80%, et on arrive au niveau de notre zone de seuil anaérobie. Donc ça c'est à déterminer pour chacun. Et il ne faut pas croire que ce seuil reste fixé, bien entendu. Il peut être à 85. C'est des choses sur lesquelles on doit travailler pour améliorer justement ce seuil anaérobie. Lors de séances spécifiques. Voilà, exactement. Donc il faut arriver à le déterminer d'abord. Alors à l'entraînement ou sur un test, etc., voir à peu près où il est, et ensuite le faire évoluer. Mais en gros, entre 80 et 90%, c'est ce que j'appelle la zone de seuil. Donc là aussi, on va avoir des séances qui vont être spécifiques pour développer ce seuil, par exemple des 3 x 10 minutes, ou 3 x 12 minutes, ou des 5 x 6 minutes, bref, autour de 30-40 minutes d'effort en moyenne, sous forme de fraction. Et on va évoluer, encore une fois, autour des 85% d'intensité, pour solliciter tous les mécanismes physiologiques qui se mettent en place au niveau de cette zone, quoi. Et puis au-delà de 90%, là on rentre dans la zone de VMA où on va développer VMA, VO2 max. Donc ça aussi c'est une notion qui est importante. On a parlé l'autre jour dans un podcast d'entraînement polarisé. L'entraînement polarisé, c'est justement consacrer certes une partie au développement de la capacité aérobie et de l'endurance fondamentale, mais aussi travailler le qualitatif pour améliorer sa capacité de performance. Voilà, donc en gros, bien entendu, les fréquences cardiaques sont un repère extrêmement important en trail, à l'effort, mais aussi au repos, ça c'est un autre sujet, mais à l'effort, les fréquences cardiaques en fait sont le seul témoin de l'intensité de l'effort. On n'a pas d'autres repères en fait, puisque la vitesse est complètement dépendante du terrain, de la technicité, du dénivelé, de la météo, de tas de choses. La vitesse n'est pas un repère fiable en fait par rapport à notre déplacement. Donc la fréquence cardiaque, il nous reste que ça en fait pour évaluer l'intensité de l'effort. Question que je me pose systématiquement, si par exemple j'ai pas la possibilité ou je peux pas faire un test d'effort, est-ce que j'ai moyen avec les montres d'aujourd'hui et d'ailleurs on va revenir un petit peu sur les différents capteurs cardiaques qu'on a dans le marché aujourd'hui. Juste avant de poursuivre, grosse différence entre capteur au poignet et capteur au niveau comment dire au niveau du cœur. Oui, énorme, bien entendu. D'ailleurs, il n'y a aucune étude qui se permet d'utiliser les capteurs au poignet. Et moi, pour avoir vu des centaines et centaines de stagiaires et notamment former les entraîneurs chaque année,
Pour l'instant, les fréquences cardiaques au poignet ne sont pas fiables, donc ça ne marche pas. Bien entendu, ça serait très intéressant que ce soit fiable, puisque ça évite d'avoir la ceinture au niveau du cœur qui est un peu plus contraignante parfois. Mais en tous les cas, non, on ne peut pas vraiment se fier à ça. Ça va parfois sur les fréquences cardiaques moyennes, mais d'un individu à l'autre, on peut avoir des fortes variations, ou d'une séance à l'autre pour un même individu. Donc pour l'instant, c'est pas une technologie qui est valable pour avoir un suivi fiable. D'accord. Pour en revenir à la question initiale, est-ce qu'on peut déterminer sans test d'effort avec un capteur cardiaque ces différents seuils ventilatoires et sa fréquence cardiaque maximum? Alors oui, on peut le faire sur un test incrémental, c'est-à-dire un test. Alors là, il faudrait plus se rapprocher d'un club, c'est-à-dire faire un test de type Vameval, par exemple, où on va augmenter la vitesse régulièrement par palier, et on va pouvoir justement voir l'évolution de la fréquence cardiaque aussi en fonction de la vitesse, et on va surtout atteindre de manière assez sûre sa fréquence cardiaque maximale. Donc là, on aura une VMA et on aura une fréquence cardiaque maximale, donc c'est déjà intéressant. Si on ajoute à ça la fréquence cardiaque de repos qu'on peut prendre, ça nous donne déjà pas mal de données. Après, si on se rapproche d'un club, c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir un test d'effort progressif. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on connaît justement sa fréquence cardiaque de repos, donc à prendre le matin au réveil, et plusieurs fois, parce que sur une même semaine, quand on fait du suivi d'athlète, on s'aperçoit qu'on peut avoir des variations sur une semaine de 15 pulses, par exemple. Ah oui. Ce qui paraît assez énorme. C'est-à-dire la fréquence cardiaque de repos, c'est pas quelque chose de stable, contrairement à ce qu'on peut penser, et elle nous apporte aussi des indices importants sur l'état de forme, fatigue de l'individu. Donc quand on a le repos et le max, on peut calculer ce qu'on appelle la fréquence cardiaque de réserve. Et c'est très intéressant, c'est ce qu'on appelle la méthode Karvonen, ça vient d'un skieur de fond suédois. Et cette méthode permet justement d'évaluer l'intensité de l'effort. C'est-à-dire travailler en pourcentage de fréquence cardiaque de réserve, c'est travailler en pourcentage d'intensité aérobie. Donc c'est assez bien corrélé à la puissance aérobie, donc au VO2 max. Donc ça, c'est relativement intéressant. Juste question subsidiaire, j'arrive pas bien à m'imaginer comment peut être déterminer la fréquence maximum cardiaque lors d'un effort. Elle se représente comment c'est compliqué à mesurer, comment ça se passe? Non, c'est pas compliqué du tout. D'ailleurs, tous ceux qui ont fait un test d'effort maximal, alors il faut savoir déjà qu'en raison d'un phénomène qu'on appelle la cinétique de VO2, c'est-à-dire on a parlé de consommation d'oxygène, mais il faut du temps pour que l'oxygène passe de l'air ambiant jusqu'aux cellules musculaires et qu'il soit dégradé. Et ce temps-là, il dépend aussi de l'expertise athlète. En gros, il faut 2-3 minutes. Ça veut dire qu'on ne peut pas déterminer une fréquence cardiaque maximale sur un effort déjà inférieur à 2-3 minutes. Et ce qui est paradoxal, par exemple, un coureur qui fait un 400 mètres à fond, un coureur expert, c'est-à-dire qui va le courir en, on va dire, 50-55 secondes, il n'atteint pas sa fréquence cardiaque maximale à la fin du 400. Par contre, il risque de l'atteindre pendant la période de récupération, ce qui est assez paradoxal. Voilà. Et donc, plus on est expert, plus ça arrive rapidement. Mais en tous les cas, si on met son cardio et qu'on fait un test d'effort maximal progressif, on va voir évoluer, on va voir dériver justement cette fréquence cardiaque et on va voir qu'à un moment elle atteint un maximum et qu'elle va atteindre un plateau. Alors on peut l'avoir sur ce type d'effort-là incrémental ou on peut l'avoir aussi sur un test demi-Cooper, c'est-à-dire 6 minutes à intensité régulière et si on finit vraiment vite on va l'avoir. On peut l'avoir sur un test de dénivelé positif, sur 100 mètres positif puisque ça va nous prendre au moins 4 minutes. Et si on termine vraiment à fond, on aura aussi une fréquence cardiaque maximale. Il suffit de l'enregistrer, ensuite la visualiser sur sa plateforme, quelle qu'elle soit, et on voit très bien, on va évaluer cette fréquence cardiaque maximale. Elle aussi, par contre, elle peut évoluer en fonction de l'état de forme de l'athlète. Plus on est capable d'aller toucher haut, enfin, une fois qu'on l'a bien évalué dans un moment de forme, plus on est capable d'aller taquiner cette FC max, meilleur c'est en fait. Si on est loin de cette fréquence cardiaque maximale, 10-15 pulsations par exemple, ça peut être aussi un signe de fatigue. Donc ce sont aussi des repères intéressants pour l'athlète comme pour l'entraîneur. Ces données de fréquence cardiaque, repos et maximale apportent des indications sur l'état de forme de l'athlète. Donc si je schématise, quand on veut calculer sa fréquence cardiaque maximale, on fait un effort très soutenu pendant au moins 2 ou 3 minutes. Et on va voir sur l'évolution de sa fréquence cardiaque à un moment donné un plateau. Exactement. Alors avec un bon échauffement à la base, c'est-à-dire si on part 2-3 minutes à froid, ça va être bien plus long, on ne l'atteindra pas, donc il faut vraiment être très, très chaud, avoir un bon échauffement et ensuite partir, en effet si on part sur 3 minutes. Mais à intensité constante sur les 3 minutes ? Alors on peut l'avoir à intensité constante ou on peut l'avoir à intensité progressive, peu importe, des deux manières on doit atteindre sa fréquence cardiaque maximale. Très bien, voilà. Ok. Bon. C'est clair.
Je te remercie pour toutes ces précisions qui vont, j'espère, nous aider à mieux comprendre la problématique. J'aurais voulu parler un petit peu philosophie avec toi. Quand j'ai discuté lors de ce repas avec mon ami Thomas, là, le sujet qui est venu après coup, c'est est-ce que c'est pas un peu paradoxal est-ce que le travail à la fréquence cardiaque est pas un peu paradoxal avec l'état d'esprit qu'est le trail? Quel est ton point de vue là-dessus? C'est une bonne question, bien entendu, qui revient très très souvent en trail. On entend souvent en effet des pratiquants dire alors tu dis ça, mais en même temps il y a aussi une surconsommation de la part des trailers de produits de ce genre, et notamment de cardio. Je crois qu'entre Polar, Sunto, Garmin, etc., Coros, je crois qu'il manque pas de clients potentiels. Donc je crois que c'est très difficile de trouver un individu qui... Alors c'est vrai que les gens courent surtout aussi pour le GPS, pour Strava, etc., et pas tous pour la fréquence cardiaque. Beaucoup surtout l'utilisent pas parce qu'ils ne savent pas trop quoi en faire et comment on va l'utiliser. On voit ça en stage. En stage, souvent, on débloque des situations et on voit des gens du coup qui utilisent le cardio ensuite en course et qui nous font toujours des retours positifs. Moi je pense que la technologie, il faut l'utiliser pour pouvoir justement s'en libérer. Donc faut pas en être esclave, mais une fois qu'on sait l'utiliser et si ça nous permet justement de mettre en relation nos sensations avec la réalité physiologique, je pense que c'est une bonne chose. Et on n'est pas obligé en plus de les utiliser à chaque séance. L'important c'est de prendre ses repères avec, notamment au niveau des évaluations, certaines séances, et puis après de lâcher le cardio. Ça c'est tout à fait possible. Ou parfois de mettre le cardio, par exemple, de courir uniquement aux sensations sans regarder, et puis après d'analyser. Ça peut nous apporter beaucoup d'informations extrêmement importantes. Donc je trouve que c'est très dommage en tous les cas de s'en passer, parce que aussi ça peut nous permettre de ne pas commettre d'erreurs. Or quand on va sur une course, qu'on veut, c'est quand même pour tous, de l'élite au dernier du peloton, à celui qui se bat contre les barrières horaires, le but c'est quand même de prendre du plaisir. Enfin, il me semble, en tous les cas, dans l'activité sportive, moi-même, mes athlètes élites, c'est leur moteur, c'est vraiment le plaisir. Et pour avoir un maximum de plaisir, parfois il faut passer aussi par de la technologie et par cet apprentissage-là un petit peu, parce que notre physiologie, elle est variable et pour un même individu, il y a des variations, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, qui font que parfois on peut être un peu trompé par ces sensations. Et le cardio permet quand même d'avoir un contrôle du coup sur ce qui se passe. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc pour moi, c'est pas antinomique en tous les cas avec ce qu'on pourrait appeler l'esprit trail. Je sais pas si ça existe vraiment, mais c'est une utopie. Mais rien n'empêche de courir en pleine nature, en pleine liberté, et d'apprécier ça et d'avoir une ceinture cardio ou des gadgets. Après, rien n'empêche certaines séances. Moi, j'aime bien aussi que mes athlètes partent même sans rien du tout, c'est-à-dire sans montre, sans cardio, sans rien du tout. Et parfois, une séance de récup, par exemple, elle n'a pas besoin d'avoir toute cette technologie. Mais pour d'autres séances, alors là, je parle aussi moi en tant qu'entraîneur, ça poursuit mes athlètes à distance. J'ai un retour qui est quand même précieux parce que je vais visualiser justement la fréquence cardiaque maximale de la séance qu'ils ont atteinte et c'est comme ça aussi que je les programme. Je vais visualiser la fréquence cardiaque de récupération, je vais voir le freinage cardiaque, je vais voir s'il y a une dérive cardiaque à l'effort en récupération. Il y a énormément de paramètres à utiliser avec la fréquence cardiaque dont on n'a pas parlé là, mais c'est extrêmement riche en fait que la fréquence cardiaque. Donc on peut faire énormément de choses, même si, encore une fois, c'est pas non plus le Graal absolu, c'est-à-dire qu'il faut aussi garder un peu de recul par rapport à la fréquence cardiaque, mais en tous les cas, c'est un repère qui est extrêmement intéressant. Puis on n'en parlera pas très longtemps, mais ça peut aussi avoir un aspect sécurité, c'est-à-dire si on connaît bien son fonctionnement cardiaque, si à un moment donné ça dérive et qu'on perçoit quelque chose d'anormal, ça peut nous alerter aussi, quoi. Exactement, et là je peux citer le cas d'une athlète, je ne dirais pas le nom, mais pour un suivi physiologique, alors c'est pas avec la fréquence cardiaque, mais ce qu'on appelle avec la variabilité de la fréquence cardiaque, on a repéré des anomalies qui ont permis d'alerter, et en passant une échographie cardiaque, on s'est aperçu qu'il y avait un dysfonctionnement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les extrasystoles ventriculaires, et qui pouvaient être potentiellement dangereuses pour l'athlète. On sait que les morts subites, par exemple, certains athlètes, c'est pas, ça peut arriver à n'importe qui. Là, en plus, c'est une athlète élite internationale et qui avait cette pathologie-là. Et heureusement, du coup, on a pu la détecter grâce au cardio. Et encore une fois, on a parlé au tout début, mais l'échocardiographie
de repos et d'effort, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable pour tous les athlètes. Moi, maintenant, j'ai un maximum d'athlètes qui passent par ces tests-là, c'est-à-dire tests d'effort, mais d'abord aussi visite avec le cardiologue pour voir que tout fonctionne bien. Qu'on soit élite, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, c'est vraiment important de passer par ces tests-là, quoi. Moi, en ce qui me concerne, le seul test que j'ai fait, c'est un ECG au repos, un électrocardiogramme au repos. Et effectivement, on a trop tendance, je pense, à dire de toute manière, t'as pas 40 ans. Je pense que c'est absolument débile de dire ça, puisqu'en fait, on pratique un sport qui est quand même particulier, et je pense qu'on a des moyens aujourd'hui pour se prémunir des risques comme ça, quoi. Oui, et puis on peut avoir aussi un problème génétique qui va se révéler à un certain âge et personne n'est à l'abri de rien. Alors c'est vrai que la prévalence est plus importante chez les personnes plus âgées, mais elle peut toucher n'importe qui et donc c'est vrai qu'il faut être prudent par rapport à ça, quoi. Bon, Voilà. eh bien très bien. Allons tous faire les tests d'effort et utilisons la fréquence cardiaque de manière positive et qui peut nous rendre bien les services. Je te remercie. Tu voudrais dire un dernier mot sur ce sujet, Pascal ? Non. Ce que je pensais, c'est qu'en effet, s'il y a des questions, des choses comme ça, on pourrait faire un service après-vente et répondre aux questions une prochaine fois. Il y a pas de souci, parce que c'est vrai que c'est un sujet très vaste, hein. On peut y passer des heures et des heures de cours là-dessus. C'est vraiment extrêmement important. Dans les formations d'entraîneurs, on revient beaucoup là-dessus, sur l'utilisation du cardio et de la fréquence cardiaque à l'effort. Bon, courbe à l'appui, parce que là, c'est vrai qu'on parle, mais avec des courbes, c'est un peu plus parlant pour s'apercevoir de ce qu'on dit. On a parlé de plateau de VO2 max, on a aussi un plateau de fréquence cardiaque maximale qui est intéressant à visualiser. Voilà. Après, le but, c'était quand même de comprendre les principes fondamentaux de la fréquence cardiaque en trail. Et je pense que par ton expertise et ta simplicité d'explication, je pense que ça a été un succès de mon point de vue. J'ai compris pas mal de choses. Donc je te remercie énormément pour tout ça. C'était avec plaisir. Ben écoute, je te dis à bientôt pour un nouveau sujet. D'accord, merci Nicolas. On va creuser le sujet sur lequel on va travailler prochainement. Et puis je te remercie encore énormément, Pascal, et je te dis à bientôt. C'est moi, à bientôt, merci. Salut. Et voilà, chers auditeurs et auditrices, cet épisode est à présent terminé. J'espère que comme moi vous avez passé un agréable moment et que vous avez appris pas mal de choses en ce qui concerne ce sujet. Je remercie de nouveau Pascal Balducci d'avoir répondu à ma demande et de nous avoir apporté tout son précieux savoir. Si vous voulez en savoir plus ou rentrer en contact avec Pascal Balducci, je vous invite à le rejoindre sur son site internet pascalbalducci.wixsite.com. J'espère pouvoir vous retrouver dans un prochain épisode du LDP. Et d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Trail. Et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut